Culture Soccer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer. Un des rédacteurs en chef qui est votre animateur aujourd'hui, Adi Raphaël, et je suis rejoint par un autre rédacteur en chef et c'est Anthony de Varenne. Salut Anthony, ça va bien aujourd'hui? Et toi, Adi? Ouais, ça va super bien, ça va super bien. Écoute, on s'est levé tôt samedi matin, on va enregistrer ça comme il faut. On a tellement de choses à dire. On va commencer en premier par les nouvelles de MLS is back, juste pour vous mettre au courant un peu ce qui s'est passé. On en a parlé longuement la dernière fois, lors du dernier épisode, mais cette fois-ci, on va parler un peu plus parce qu'il y a eu un changement de format pour le tournoi de MLS is back. On vous avait dit auparavant que il y avait des groupes, il y avait 6 groupes, et des 6 groupes, les 2 premiers de chaque groupe se qualifiaient au prochain tour. Ben, la MLS a changé ça, vu que le groupe A a 6 équipes, ils ont changé ça, c'est les 3 premiers du groupe A qui sont qualifiés, les 2 premiers de tous les autres qui sont qualifiés, et les 3 meilleurs troisièmes de tous les autres. Donc pas du groupe A, donc le 4e du groupe A n'est pas inclus, donc on aura les 3 meilleurs troisièmes des autres groupes, donc B, C, D, E, F, G et EF, pardon. Et c'est à ce moment-là que voilà, le tournoi est un peu plus juste, je pense, parce que c'était assez injuste avant, n'est-ce pas? Ouais, c'est sûr que un groupe a beaucoup plus d'équipes et tu vois que que finalement ils sont jugés par le même nombre de qualifiés que les autres. Là, c'était un peu injuste, au niveau, surtout moi, que vous le savez tous, je suis supporter de Nashville, là, j'étais assez frustré par la situation. Ouais, ben oui, j'en doute pas, surtout que Nashville, comme tu l'as dit, c'est dans le groupe A. Donc, les équipes du groupe A, c'est Orlando, Inter Miami, New York City FC, Philadelphie, Chicago et Nashville. Donc, ça donne une chance supplémentaire à une de ces équipes de partir au prochain tour. La seule chose par rapport à tout ça, Anthony, c'est que on a vu un peu les pourcentages. Il y a plusieurs internautes qui ont fait des pourcentages de se qualifier au prochain tour. Puis le seul moyen pour que ce soit à 100% juste et que ce soit équitable envers toutes les équipes pour se qualifier envers le prochain tour, il aurait fallu aussi que le 4e du groupe A soit inclus dans les 3 meilleurs des autres groupes. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Pourquoi la MLS qui a fait quand même ce changement-là ne l'a pas fait correctement en une fois? Est-ce que tu penses que c'est une question un peu d'orgueil? Ils veulent pas montrer qu'ils se sont trompés quand même sur toute la ligne? Ou est-ce qu'ils ont trouvé que c'était un peu trop compliqué? Ou est-ce que tu penses que c'est un désaveu envers certaines équipes dans le groupe A? J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Il y a plusieurs rumeurs par rapport à ça, mais le plus logique aurait été que le 4e du groupe A soit aussi inclus dans cette course pour le meilleur score des meilleurs troisièmes des autres groupes. T'en penses quoi de tout ça, toi? Ouais, ben c'est sûr que le seul fait que la MLS change les règles une semaine après l'avoir annoncé, on voit qu'il y a un peu d'improvisation derrière le tout. C'est un peu normal, c'est un peu extrême qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Donc c'est sûr que le mieux aurait été d'inclure le 4e dans les meilleurs troisièmes, mais rendu là, peut-être qu'on va avoir une annonce d'ici une semaine, on le sait pas, mais non, on voit vraiment que la MLS est en train d'improviser en quelque sorte. Et oui, c'est sûr que l'équipe qui va finir 4e, si elle a plus de points que les meilleurs troisièmes, là, elle risque de créer scandale et ça serait bien normal. Rendu là, peut-être que la MLS espère que la 4e du groupe A soit pas très bonne, mais de toute façon, c'est assez c'est particulier qu'est-ce qui se fait dans le groupe A, parce que comme tous les autres groupes, ils jouent 3 matchs, donc ils s'affrontent même pas tous un et l'autre. Donc ça va faire un assez drôle de classement là. J'ai été surpris de voir ça, c'est ça, il y a quelques semaines là, de voir que ils s'affrontent pas tous un versus l'autre, et en fait c'est un peu normal à cause ils joueraient beaucoup plus de matchs que les autres là, mais ça c'est assez bizarre de voir un groupe qui affronte moins d'équipes qui affronte autant d'équipes mais qui a plus d'équipes dans son groupe, et ça se peut que l'équipe qui soit en avant d'elle au final pour la 3e place ne l'ait jamais affrontée.
Ouais, tu sais, en parlant de ça, juste pour revoir un peu, si je regarde un peu les matchs qui se jouent dans ce groupe A, pour moi, ça va se jouer aussi sur comment les matchs ont été programmés. Parce que on s'entend que quand tu es, par exemple, Philadelphie et que tu joues l'Inter Miami, New York City FC et Nashville, c'est beaucoup plus compliqué que quelqu'un comme Nashville qui a joué Orlando, Philadelphie et Chicago. Donc, Nashville n'a pas joué Inter Miami ni New York City FC. Ouais, j'étais très content. Ben oui, je sais que tu es content, mais ça donne comme un petit avantage à quelqu'un comme Nashville si jamais ils sont capables, bien évidemment, de surmonter. C'est quand même, c'est pas des équipes faibles, mais ils jouent pas les deux plus fortes équipes selon moi. Et en fait, selon nous tous, même si quand on avait fait nos prédictions la dernière fois avec Antoine aussi, on était tous d'accord que New York City FC et Inter Miami sont au-dessus du lot. Ben Nashville joue aucun de ces deux-là. Donc voilà, c'est un peu étrange comme situation, je trouve, cette situation du groupe, vu que moi, ouais, c'est vrai que c'est injuste de leur donner plus de matchs à jouer, sauf que je suis sûr qu'il y aurait eu une façon que ce soit un peu plus juste à travers le tournoi. Bref. La décision de la MLS, on sait tout le temps qu'avec la MLS, il y a plusieurs choses bizarres qui arrivent. Voilà une des choses pour ceux qui suivent la MLS depuis longtemps. Vous devrez avoir l'habitude de ça, de voir des choses bizarres en MLS, n'est-ce pas, Anthony? Ouais, c'est ça, c'est la MLS, hein, tout le temps. Il y a toujours des choses assez bizarres qui se passent là, mais c'est sûr que c'est ça, c'est un peu, il est un peu hors norme ce groupe A. Mais l'important, c'est de voir du soccer et j'espère que ça va se réaliser. Je sors un peu du sujet, là, mais j'espère que ça va se réaliser malgré les milliers et les milliers de cas qui sautent en OC chaque jour en Floride. Et d'ailleurs, depuis le dernier podcast, il y a l'équipe du Pride d'Orlando là, en NWSL qui a été obligée de déclarer forfait. Parce qu'à Orlando, ces joueurs avaient eu un trop gros nombre de tests positifs. Donc, j'ai très hâte de voir là, qu'est-ce qui va se passer d'ici le début du tournoi, si on va avoir des informations par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont annoncé ouvertement qu'ils n'aimaient pas être emprisonnés, des choses comme ça. Donc, non, on voit qu'il y a toujours des tensions. Là, et on l'avait dit à l'annonce de la convention collective que les questions n'avaient pas été toutes répondues et j'ai l'impression que c'est encore le cas cette semaine là. Ouais, effectivement. Ben, il faut faire attention à la NWSL, ça se joue en Utah, donc pas en Floride. Mais oui, tu as raison, Orlando Pride s'est retiré du tournoi. C'est vrai qu'il est un peu bizarre parce que le tournoi, déjà, on s'entend à NWSL, il y a pas 75 équipes, là. Donc, ce qui fait que c'est un peu bizarre, sauf que bon, la santé avant tout. Pour ce qui est des joueurs qui sont en train de se plaindre du fait que c'est en train de se jouer en Floride, ben je les comprends. Surtout que la Floride est en train de battre le record de nouveaux cas de jour en jour. Donc vraiment, et de le battre de beaucoup. C'est en train de doubler, tripler de jour en jour. Donc par exemple, juste hier, 8942 cas, tandis qu'avant le record était aux alentours de 5000. Donc, on s'entend que tu as doublé et de pas de 5 ou 10 cas. Hein, t'es passé de 5000 à presque 9000. Donc, tu as eu 4000 cas de plus. Ça, c'est en une seule journée. C'est quand même énorme. Par contre, je pense que la MLS, si jamais on voit ce qui se passe un peu aux États-Unis politiquement et ainsi de suite, ils veulent plus. Les États-Unis et ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est que on s'en fout, la vie continue et voilà, c'est comme ça qu'ils sont en train de voir les choses. Je vais pas dire s'ils ont raison ou non, mais je doute très fort que le tournoi s'empérit. J'ai vu, et j'aimerais en parler à propos de ça, on sait que les Earthquakes de San Jose sont déjà arrivés à Orlando. Il y a eu des déclarations de la part de deux joueurs, Tommy Thompson et Osvaldo Alanis, là-bas. Et ils ont dit que depuis qu'ils sont arrivés le 24 juin, on est aujourd'hui le 27 juin, donc en 3 jours, ils ont dit qu'ils ont déjà été testés 2 fois. Et que les mesures prises sont vraiment très, très, très drastiques et que ça se passe très, très bien.
et que ils sont très heureux de voir qu'ils se sentent en sécurité parce que ils sont vraiment suivis et de très près. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une seule équipe qui est juste arrivée et qu'il y en a d'autres, les autres sont pas arrivés, donc ils ont un peu plus de temps à consacrer à une seule équipe? Ouais. Est-ce que quand toutes les équipes vont être là, ils vont pouvoir les suivre de façon aussi serrée que ce qu'ils font avec les Earthquakes? On verra bien, mais ça a l'air que la MLS a vraiment tout entrepris pour que ce soit le plus sécuritaire possible. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Anthony. Ah ben c'est sûr, je trouve ça bien que ça soit le plus sécuritaire possible. Je m'attendais à rien de moins là. C'est sûr que certains joueurs vont adorer cette sécurité, un peu d'être toujours suivi, pour être certain que tout va bien et tout. Mais je pense que d'autres, par exemple comme Bill Hamid, qui avait fait un post sur les réseaux sociaux en disant qu'il voulait pas, il allait se sentir emprisonné et tout. Peut-être que justement le fait d'être toujours suivi et tout. C'est peut-être pas dans son tempérament, donc j'ai hâte de voir ce qui pourrait arriver, mais c'est sûr que ça va pas plaire à tous. Et au moins si il y a une bonne partie des joueurs qui sont contents avec ça, ben c'est ça le principal. Et surtout si ceux qui ont besoin d'être assurés se font assurer, alors après ça c'est dur de critiquer. Là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, non, c'est sûr, ça va jamais être parfait, hein. Ça va jamais être parfait. Il y avait deux choix. Soit faire en sorte que la saison soit complètement annulée, et parce qu'aux États-Unis, c'est pas en train de s'améliorer, contrairement à ce qu'on voit en Europe où la situation est en train de s'améliorer, tandis qu'aux États-Unis, c'est pas en train de s'améliorer. Au contraire, c'est en train d'empirer de jour en jour. Donc, il faut voir exactement, est-ce qu'ils voulaient vraiment annuler cette saison-là? Je pense que malheureusement, la MLS a pris malheureusement ou heureusement, a pris l'autre option de se dire, ben écoute, on va prendre toutes les précautions possibles. En tout cas, on n'a pas le choix et on va voir ce qui va arriver à ce moment-là. C'est une option comme une autre. On va voir exactement ce que ça va donner à la longue, en espérant parce que le gros problème, c'est que dans ce tournoi-là, si tu as une seule personne affectée, ça risque de faire en sorte que tous les joueurs vont être affectés. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'ils se retrouvent tous ensemble. Donc on verra à ce moment-là ce que ça va donner, mais je doute très fort qu'ils soient annulés. Juste le fait de voir les Earthquakes déjà là-bas, si la MLS pensait à l'annuler, ils auraient dû dire aux Earthquakes, ben tu sais quoi, viens pas maintenant, attendons un peu, je veux juste m'assurer que le tournoi va se dérouler. C'est qu'ils n'ont pas fait, donc je suppose que la MLS va aller au bout. Ils ont même mentionné un peu le calendrier. J'aimerais en parler juste rapidement pour nos auditeurs qui soient au courant un peu des matchs. Je vais donner juste les gros matchs qui sont les matchs de rivalité. En fait, on a Orlando City, Inter Miami qui sera le premier match. Ben, c'est le 8 juillet, c'est à 8h heure de l'Est en Amérique du Nord. Je vous laisse faire vous-même vos calculs pour trouver en France. Je vais vous aider, c'est à 2h du matin en France. Le 11 juillet, on a Atlanta United et les Red Bulls aussi, 8h le soir, heure de l'Est, donc 2h du matin aussi en France. Le même jour, le 11 juillet, Cincinnati Columbus, cette fois-ci 10h30 le soir, heure de l'Est, donc ce qui veut dire 4h30 du matin en France. Real Salt Lake, Colorado, le 12 juillet, aussi 10h30 le soir, donc 4h30 aussi le matin en France. Le 15 juillet, l'Impact de Montréal contre Toronto FC à 8h le soir, 2h du matin en France. Puis après, le 18 juillet, LAFC, LA Galaxy à 10h30 le soir. Et le 20 juillet, Seattle, Vancouver Whitecaps à 10h30 le soir. Donc bref, c'est très 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 excitant. On sait aussi que les 16e de finale se joueront entre le 25 juillet et le 28 juillet. Les quarts de finale se joueront entre le 30 juillet et le 1er août. Les demi-finales le 5 août et le 6 août. Et la finale le 11 août. Très très excitant de voir tout ça en espérant que tout se passe bien pour tous les joueurs et de manière sécuritaire, n'est-ce pas Anthony? Oui, en effet, là, on voit les affiches, ça va être des matchs très, très intéressants. J'ai très hâte de voir un peu d'MLS et surtout voir un peu plus de Nashville en MLS parce que j'ai juste vu 2 matchs jusqu'à présent, donc j'en ai besoin, mais oui, il faut surtout y aller. Le principal, c'est la sécurité.
Et si la sécurité va, ben, je pense que le tournoi va bien aller. C'est logique. Exactement. Bref, on verra par rapport à MLS is back. Une petite nouvelle qui vient de sortir et je pense qu'il a choqué à peu près tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, en MLS, il y a une obligation pour les clubs de MLS d'avoir une académie. Malheureusement, Minnesota United, ça a l'air qu'ils sont pas au courant de cette règle-là parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont renvoyé tout leur staff de l'académie de 4 équipes. Tout le monde a été mis à la porte. On a même le directeur de l'académie, Tim Carter, qui a été mis à la porte aussi. Donc, ils avaient 4 équipes, donc U17, U15, U14, U13, tous n'ont plus de staff. T'en penses quoi? C'est quand même une grosse, un gros point d'interrogation sur ce qui vient se passer avec Minnesota, n'est-ce pas, Anthony? Oui, c'est assez choquant de voir tout leur staff être envoyé. On se demande, est-ce que c'est en raison du COVID? Est-ce que c'est parce qu'il y avait encore aucun joueur de formé? J'ai l'impression que c'est peut-être un peu des deux, comme la réforme des académies par la Fédération américaine qui a tout changé en disant, bon, en raison du COVID-19, on va changer la formule. Ben, la formule devait être déjà changée depuis un bout et ils ont pris l'occasion. Et j'ai l'impression que peut-être Minnesota vont l'amener comme ça en disant, en raison du COVID, on n'a pas eu le choix et peut-être que la MLS va comprendre, mais au final, c'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas 100% contents avec ce que leur académie avait fait jusqu'à présent, là. Ouais, c'est vraiment weird. Il disait comme quoi il y a une des personnes qui a été renvoyée qui a dit on lui a dit que c'était à cause de la situation du coronavirus. Par contre, c'est des rumeurs. Il y a rien qui a été annoncé de par le club par rapport à ça. Et c'est bizarre parce que Tim Carter, c'est quand même un très bon directeur d'académie qui a quand même une certaine réputation et qui est juste un peu mis à la porte avec tout ça. Bref, j'ai hâte de voir c'est quoi les plans de Minnesota United pour son académie parce qu'ils sont obligés d'en avoir une selon les règles de la MLS et comment ils vont pouvoir contourner les règles de la MLS. Est-ce que la MLS va un peu mettre de l'eau dans son vin juste parce que à cause de la pandémie, bon, on s'entend que c'est un peu difficile pour les clubs. Bref, et quand tu y penses, Minnesota, c'est pas une équipe non plus qui perdait des tonnes et des tonnes d'argent, hein. Ça allait bien pour Minnesota, donc bref, assez bizarre cette décision-là. On verra, on vous tiendra au courant de ce qui se passe avec Minnesota et son académie. Aujourd'hui même, mon cher Anthony, on en a parlé lors du dernier épisode. Ça, c'était le sujet principal de notre dernier épisode. C'était la NWSL Challenge Cup, donc le tournoi aussi de la NWSL chez les femmes. Et aujourd'hui, il y aura le premier match. J'ai vraiment hâte. Je vais le voir, ce match-là. C'est entre le Courage de la Caroline du Nord et les Thorns de Portland. Est-ce que c'est un match qui t'intéresse aussi, Anthony? Parce que c'est quand même bon, on va voir les Thorns avec bien évidemment Christine Sinclair. C'est une des raisons pourquoi ça m'intéresse beaucoup. Mais n'empêche, c'est le premier match de foot en Amérique du Nord, le premier match depuis le début de cette pandémie. Je pense qu'on a tous hâte à voir du soccer de chez nous, n'est-ce pas? Oui, moi j'étais aux Anges la semaine dernière lorsque j'ai vu mon premier match de UPSL et non aujourd'hui là oui c'est sûr que le match entre le Courage et les Thorns ça risque d'être tout un match. C'est deux grosses équipes de la ligue et en plus c'est le premier match de soccer professionnel en Amérique du Nord. Donc ça risque d'être très intéressant et j'espère que nos auditeurs vont le regarder également. C'est sûr que le match va être déjà fait lorsque l'épisode va être sorti, mais non, ça risque d'être magique comme moment, là. Juste voir du soccer professionnel aux États-Unis avec des joueurs canadiens et tout, c'est parfait. Exactement. Bref, on verra ce qui va se passer et bien évidemment, lors des podcasts, au fur et à mesure, on vous donnera les résultats et les nouvelles de ce tournoi-là. Vu que c'est le premier tournoi, en tout cas dans les ligues majeures de soccer en Amérique du Nord, c'est le premier tournoi qui a eu lieu. Donc,
Et là, on va parler, je pense, et ça va être notre gros segment de la semaine, ce sera l'USL Championship, qui est la deuxième division nord-américaine et qui est la ligue favorite de notre ami Anthony de Varenne, qui est vraiment un expert en USL Championship. On va parler un peu de ce tournoi-là. Parce que jeudi, donc il y a 2 jours, l'USL Championship a annoncé ses groupes pour les playoffs. Ils vont l'appeler, pas pour les playoffs, mais pour un tournoi de retour. Parlons un peu de ce tournoi, Anthony. On va parler après des groupes et de nos prédictions par rapport au groupe. Mais parlons un peu de ce tournoi. Quelle est la structure? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça compte pour la saison? Ouais. Tout ça. Oui, dans le fond, les groupes, dans le fond, ils gardent les matchs qui ont été joués jusqu'à présent. Et c'est ça, dans le fond, contrairement aux autres ligues, les matchs vont être joués quand même dans les stades respectifs des équipes. Donc, il n'y a pas de terrain neutre. La saison va continuer comme c'était avant, avec seulement moins de matchs et beaucoup moins de déplacements. Dans le fond, au lieu d'avoir 2 grosses conférences à 18 équipes, désolé. Ouais, ça, au lieu d'avoir 2 conférences à 18 équipes, la Ligue a divisé les clubs en 8 groupes. Donc, il y a les 4 premiers groupes qui sont à l'ouest et les quatre autres qui sont à l'est. Et vraiment, là, ils ont essayé vraiment de faire les plus petits groupes possibles, excepté le premier qui va avoir beaucoup de déplacements, mais les autres, là, c'est assez faible. Je peux vous dire les groupes. Dans le fond, le premier, qui est vraiment celui qui risque d'avoir le plus de déplacements, c'est 2 équipes de la Californie. Une équipe de la Californie, une équipe du Nevada, donc le Reno, Sacramento, avec 2 équipes du Nord, le Tacoma Defiance et le Portland Timbers 2. Donc, c'est quand même tout proche de la côte ouest, mais il risque d'avoir quand même beaucoup de déplacements. Sinon, le groupe B, c'est San Diego, Phoenix, le LA Galaxy 2, Las Vegas Lights et le Orange County SC. Le groupe C, c'est le Colorado Spring Switchbacks, El Paso, New Mexico et les Real Monarchs. Le groupe D, c'est San Antonio, Austin, FC Tulsa, OKC Energy et Rio Grande Valley. Par la suite, à l'est, le groupe E, c'est ND11, Louisville City FC, Saint-Louis FC et Sporting Kansas City 2. Le groupe F, Hartford, Loudoun United FC, New York Red Bulls 2, Lyon Philadelphie 2 et les Pittsburgh River Hounds. Au groupe G, c'est Birmingham, Charlotte, Memphis, North Carolina. Et finalement, au groupe H, c'est Atlanta United 2, Charleston Battery, Miami FC et Tampa Bay Rowdies. Donc, c'est quand on dit, c'est quand on aime les groupes qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'équipes en USL, a dit. Oui, c'est fou, il y en a vraiment beaucoup. Par contre, j'aimerais juste mentionner un peu par rapport à la structure de ce tournoi-là. Donc, si j'ai bien compris, chaque équipe va se jouer, ils vont jouer l'un contre l'autre 4 fois durant la saison, c'est bien ça? Oui, ben dans le fond, c'est ça. Il y a des équipes qui ont déjà joué des matchs, donc la majorité des équipes vont jouer entre 14 et... Ben, dans le fond, c'est ça. Toutes les équipes vont jouer entre 14 et 16 matchs. Donc, je pense pas qu'ils vont toutes s'affronter vraiment, là. La majorité des équipes vont s'affronter 5 fois pour avoir une quinzaine de matchs. Mais certaines équipes, comme Tacoma, ils ont déjà joué 2 matchs. Donc, à ce moment-là, ils vont en faire seulement 14. Donc, ils vont affronter un peu moins de chaque groupe, mais je pense que justement, ils vont affronter un peu moins d'équipes de leur groupe. Mais tu sais, comme Sacramento avait 0 match de jouer dans le groupe A, Reno un seul match et Portland un seul match. Donc, ça fait qu'il y a moyen d'essayer de balancer ça. Mais je pense que c'est justement pour ça que ce groupe-là fait beaucoup de déplacements. C'est un des seuls groupes là, qui a cet extrême-là d'une équipe qui en a joué 0 et une autre 2. Sinon, dans les autres groupes, ça varie entre un match joué et 0. Donc, c'est pas si pire le rendu là. Exactement. Et puis, c'est les 2 premiers de chaque groupe qui se qualifient au prochain tour. C'est bien ça? Exactement. Ouais, pour avoir 8 équipes dans chaque conférence. C'est ça. Et à ce moment-là, on sera en playoffs à ce moment-là qui se dérouleront plus tard dans l'année. J'ai pas vu la date. Est-ce que tu as la date du début des playoffs? Oui, si je me trompe pas, la dernière semaine d'activité est le 8 octobre, donc ça risque d'être autour là,
un peu après le 8 octobre. D'accord, donc vers la mi-octobre, fin octobre. Donc bref, Ouais. tu as déjà mentionné les groupes, c'est parfait. J'aimerais que on va y aller groupe par groupe et on va essayer de donner un peu selon nous, il y a déjà le guide de la USL qui est déjà disponible sur Culture Soccer. Je vous conseille d'aller le lire. Vraiment un très très gros travail abattu par Anthony. J'aimerais qu'on donne nos deux favoris pour chaque groupe. On va commencer par le groupe A. Tu en as parlé, donc les Timbers, la réserve des Timbers, les Portland Timbers 2, Reno 1868 FC, Sacramento Republic FC et Tacoma Defiance. Je vais donner moi en premier, mais mon choix à moi, ce serait Sacramento et Reno pour moi qui seront les deux équipes qui passeront. Pour toi, Anthony, est-ce que toi qui es le gros expert de la USL, est-ce que c'est ces deux équipes-là ou est-ce que tu as des choix un peu différents? Mais moi, j'ai ces deux équipes-là en tête, mais je l'avais écrit dans le guide, là, mais c'est sûr que Reno, cette saison, j'ai l'impression que ça va être un peu moins fort que d'habitude. D'habitude, c'est toujours autour de la troisième, quatrième place. C'est sûr que là, je serais pas surpris qu'ils finissent troisième, dépendamment, et ça dépend vraiment seulement des Timbers de Portland. La réserve, elle a très bien fait la saison dernière, mais on sait dans les réserves, ça bouge beaucoup. Donc, leurs meilleurs joueurs ont suivi les Timbers. Ils se sont renforcés avec deux éléments clés, dont Ken Krolicki de l'Impact et Marcus Epps qui jouait à Memphis. Donc, c'est quand même deux bons joueurs et si ces deux joueurs-là réussissent à s'acclimater dans leur équipe, ils pourraient jouer les troubles fêtes, mais vraiment, je vois vraiment plus Reno et Sacramento se qualifier. Là, ça serait plus logique, oui, Adi. Parfait, parfait. Et on passe après au groupe B. Le groupe B, donc LA Galaxy 2, Las Vegas Lights, Orange County SC, Phoenix FC, San Diego Loyal. San Diego Loyal, entraîné par Landon Donovan, pour moi, sera une des équipes qui passeront au prochain tour, avec bien évidemment Phoenix Rising, qui est quand même une des forces de la USL Championship. Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens pour toi? Et j'aimerais avoir ton avis par rapport à ce qui s'est passé avec les Las Vegas Lights, qui ont aussi mis à la porte dernièrement leur entraîneur Eric Winalda. Donc, si tu peux nous parler un peu de tout ça. Ouais, non, les Las Vegas Lights, c'est assez fou qu'est-ce qui s'est passé. Eric Wynalda, qui est quand même une tête forte du soccer aux États-Unis, qui a été un excellent joueur et qui s'était même présenté pour devenir le président de la Fédération américaine. Donc, c'est pas rien. Et voir que l'équipe des divisions inférieures le renvoie, c'est assez particulier, surtout en temps de COVID-19. Il semblait vraiment un projet en tête. Selon moi, c'était un peu la saison de révélation pour lui au poste d'entraîneur. Je pensais qu'il allait bien faire, mais c'est sûr que là, voir les Lights le renvoyer si tôt avant un tournoi, j'ai rien compris. Donc, vraiment, j'ai été assez choqué de voir ça. Surtout, surtout que quelques jours avant, il s'était dit je me retire de Twitter pour mettre l'emphase sur ma famille et mon équipe. Finalement, l'équipe le renvoie. Donc, quelques jours après, il a repris son post Twitter. Il a écrit je vais prendre du temps pour ma famille. Donc, ça, j'ai trouvé ça assez drôle, mais, mais non, c'est assez choquant là, de voir ça. J'étais très surpris. Et même, j'aurais peut-être mis les Las Vegas Lights dans la bataille pour le groupe B. Mais vraiment, avec ça, je les aurais peut-être compté comme une surprise. Mais là, selon moi, là, ils n'ont aucune chance de se qualifier. Selon moi, c'est vraiment entre Orange County FC, Phoenix Rising FC et San Diego Loyal. Donc, Phoenix, c'est sûr qu'ils vont finir dans les deux premiers, j'ai aucun doute. Par la suite, ça joue entre San Diego et Orange County. Donc, c'est la nouveauté contre un peu le retour aux sources pour Orange County. Orange County est allé rechercher Thomas Enevoldson, qui est un peu un de leurs meilleurs joueurs de leur histoire. Qui était parti à Sacramento, puis à Indy 11. Donc, il fait son retour à Orange County. Et puis, Sean O'Coley, un éternel espoir du soccer américain qui était parti à l'étranger, qui revient aux États-Unis. Donc, c'est vraiment le retour aux sources qui est vraiment fort au Orange County face au Loyal, que c'est vraiment un renouveau, Landon Donovan qui devient entraîneur et tout. Donc, j'ai hâte de voir les deux s'affronter.
Et je pense que c'est ça, le meilleur va finir deuxième, nul doute, là, mais c'est ça, ça risque d'être un des groupes les plus intéressants, parce que c'est vraiment trois des bonnes équipes de USL selon moi, là. Exactement. En plus, les Loyal avec Sal Zizzo, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire à ce niveau-là. C'est sûr, Sal Zizzo, pour ceux qui le connaissent pas, international américain, ben, juste une seule sélection, mais n'empêche, qui a joué avec Atlanta il y a 2 ans et qui est revenu un peu de sa retraite, qui avait soi-disant pris sa retraite parce qu'il n'a pas joué en 2019. Mais c'est quand même un joueur qui a été très bon, que ce soit avec les Red Bulls, que ce soit avec les Timbers, ou même avec Kansas City pendant un moment. Il a joué aussi en Allemagne. Donc bref, à Hanovre, il a joué en Bundesliga. Donc bref, c'est quand même intéressant de voir un joueur de cette trempe-là jouer en USL. Je pense que si jamais il est en santé, ben il pourrait amener un gros plus pour cette équipe des Loyal. On passe au prochain groupe, et le prochain groupe, c'est le groupe C. Et c'est les Colorado Springs des Switchbacks de Colorado, El Paso, New Mexico et les Real Monarchs. Pour moi, ce serait plus les Monarchs et New Mexico qui seraient les plus intéressants. Après, bon, on sait que New Mexico, c'était quand même une équipe qui a un peu surpris l'année passée, n'est-ce pas, Anthony? Ouais, New Mexico, ils ont surpris l'année passée. Ils ont eu un excellent 3 quarts de saison, je dirais, et ça s'est un peu effondré avant la fin de la saison régulière, même s'ils ont continué en playoff, mais ça a été un peu plus difficile, c'est ça, la dernière partie de saison. Mais ils ont su se renforcer avec plusieurs joueurs durant la saison morte. Donc, mais c'est quand même un groupe très serré. Il y a d'un côté des Switchbacks de Colorado Springs qui, euh, qui tentent de vraiment se renouveler avec l'approche d'un stade en 2021. Donc, ils sont allés chercher Mamadi Camara, qu'on connaît bien, qui avait été repêché par San Jose. Sont allés chercher George Lebisi de l'Afrique du Sud. Donc, ils sont allés chercher des très bons joueurs avec Alan Cook, l'ancien entraîneur du FC Cincinnati. Après ça, on a El Paso qui va tenter de confirmer son excellente première saison inaugurale. New Mexico, même chose. Les Red Monarchs, champions en titre. Donc, c'est un des groupes les plus chaudement disputés, mais vraiment en termes de qualité, là, c'est vraiment 4 équipes que je mettais dans les séries éliminatoires, moi, dans mon guide. Donc, j'ai très hâte de voir c'est un peu un des groupes les plus chaudement disputés avec le groupe D qu'on va parler à l'instant, là. Parfait, parfait. Et pour toi, ce serait qui les deux équipes qui se qualifieront du groupe C? Groupe C, c'est sûr que moi, ceux que je vois se qualifier, les Real Monarchs, les champions en titre, ça serait un peu bizarre de pas les mettre, mais sinon, ça va vraiment jouer, selon moi, entre El Paso et New Mexico. J'hésite vraiment, mais je pense que moi, j'irais avec El Paso, juste pour faire différent de toi, Adi, et vraiment, mais les deux équipes sont similaires. Parfait, parfait. On verra ce que ça donnera. Le groupe D, donc Austin Bold, OKC Energy, Rio Grande Valley, San Antonio FC et FC Tulsa. Pour moi, aussi simple que ça, je dirais San Antonio FC et Austin Bold. Est-ce que pour toi, tu es du même avis que moi? Je sais que tu vas me parler un peu de Tulsa, qui pour toi, ça pourrait être un prétendant aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment un des groupes les plus chaudement disputés. Comme le groupe C, ben, j'en avais parlé un peu plus tôt, là, mais c'est ça. Si on enlève Rio Grande Valley, qui est la réserve du Dynamo qui fait jamais rien, vraiment Austin, OKC, San Antonio et tout ça, c'est vraiment des très bonnes équipes. Tout ça, l'année dernière, on les aurait vraiment pas mis dans cette catégorie des bonnes équipes et tout, mais vraiment, ils ont recruté là, du très, très lourd. Sont allés recruter là, Eric Berg du Dynamo. Sont allés recruter Balé Bourgeois à Nashville. Lebo Moloto à Nashville. Sont allés recruter un duo cubain du Miami FC. Donc, et même deux joueurs qui viennent de la première ligue nigérienne. Donc, c'est des très bons joueurs. Il y en a quelques-uns qui confirment et tout, mais c'est des joueurs de très grande qualité. Par la suite, OKC se sont également renforcés. Ça avait été un peu plus dur la saison dernière, mais sont allés chercher un de mes gardiens préférés en USL, qui est CJ Cochran.
Sont vraiment allés du côté de Fresno qui a cessé ses activités, sont allés chercher 4-5 joueurs, mais par la suite sont allés également en CanPL chercher là, le japonais Kodai Lida, si je me trompe pas, il venait de Halifax. Et par la suite aussi d'Ottawa. Ottawa, on sait, ils ont cessé leurs activités en USL avant qu'une autre équipe arrive à Ottawa, mais ils sont allés chercher Charlie Ward qui jouait, c'est ça, à Ottawa. Donc, non, OKC aussi se sont très bien renforcés. Donc, honnêtement, j'ai de la misère à trouver deux équipes dans ce groupe. J'ai très hâte de voir la rivalité entre tout ça et OKC dans le fond, reprendre ses activités. Mais si j'avais deux clubs à donner, moi, ça serait, je pense, Tulsa et Austin. Oui, effectivement. Et tu as bien dit que Dale Ida, qui était effectivement au Halifax Wanderers l'année passée, qui fait le saut en USL. C'est quand même assez bizarre de passer d'une première division à une deuxième division, mais bon, finalement, c'est sûr qu'il doit avoir peut-être un meilleur salaire. Et il faut dire aussi que je pense qu'Halifax n'avait plus vraiment besoin de lui non plus. Donc bref, quelque chose d'intéressant, ce genre de mouvement-là, qu'on ne voyait pas dans le passé, et c'est la réalité du moment maintenant, donc c'est quand même assez intéressant. On passe finalement à l'Est. Maintenant, on a fini par l'Ouest, on passe à l'Est avec le groupe E. Je pense à un groupe très très compliqué avec Indy 11, Louisville City FC, Saint-Louis et Sporting Kansas City 2. Pour moi, ce sera Indy 11 et Louisville City FC. Est-ce que tu penses que Saint-Louis et Sporting Kansas City 2 ont une chance dans ce groupe-là, Anthony? Sporting Kansas City 2, non, parce qu'ils se sont vraiment pas renforcés vis-à-vis la saison dernière, à part peut-être Fred Vigneault, mon premier, qui vient de tout ça, que j'avais quand même aimé pour sa première saison. Mais non, dans ma tête, ils se sont pas vraiment renforcés. C'est vraiment trois équipes de très grande qualité qu'on voit dans le groupe A. Louisville, je les mets en premier. C'est vraiment une équipe que j'adore. Indy 11, ils ont du talent en barre à chaque position. Donc, vraiment, je les mets ces deux-là en premier. T'as fait des très bons choix. Mais ça se peut que Saint-Louis vienne jouer les troubles fêtes. Comme au KC, ils sont allés recruter du côté d'Ottawa, du Fury. Ils sont allés chercher Wildfall, Morrison, que j'ai adoré. Ça a été ma recrue de l'année la saison dernière, là, l'attaquant, c'est ça, qui vient d'Ottawa. Et ils sont allés chercher également un ancien de l'Impact, Jérémy Gagnon-Laparé. Et par la suite, ils se sont très bien renforcés en défense avec Toby Adewole, qui avait très bien fait avec Pittsburgh, qui était un élément clé de la défense de Pittsburgh. Donc, je mets quand même Indy et Louisville en premier, mais ça se peut que Saint-Louis vienne faire les troubles fêtes là, pour, si je ne me trompe pas, leur dernière saison en USL. Effectivement, il faut pas oublier aussi que Jérémy Gagnon-Laparé vient de Ottawa Fury, un club aussi qui a cessé ses activités. Donc voilà, Jérémy Gagnon-Laparé se retrouvait aussi libre de tout contrat vu que son club n'existait plus. On sait que maintenant à Ottawa, on a l'Atlético Ottawa en CanPL. On vous en parle de semaine en semaine sur CSA l'érable, l'autre podcast qui est dédié au soccer canadien. On passe au groupe F en USL Championship. On a Hartford Athletic, London United FC, New York Red Bulls 2, Philadelphia Union 2, Pittsburgh Riverhounds SC. Moi, je dirais juste comme ça, Pittsburgh et les Red Bulls 2. Je pense que c'est la seule réserve, je pense, dans cette ligue qui fait du sens, vraiment, qui est une force en fait de la ligue, n'est-ce pas, Anthony? Ou est-ce que tu penses? C'est sûr qu'ils ont perdu un peu de leur superbe, vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui maintenant font partie de l'équipe A, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment la meilleure réserve de toute la ligue? Oui, sans nul doute. L'année dernière, moi, je m'attendais à rien des Red Bulls. Finalement, ils ont quand même fini sixième. Moi, je les ai mis dans le bas du classement. Ils trouvent tout le temps la petite pépite pour se remettre dans le droit chemin. Et non, vraiment, les Red Bulls, avec récemment les Timbers de Portland, là, c'est vraiment deux bonnes réserves. Il y avait Kansas City qui était bonne également dans le passé, mais là, c'est plus la même chose. Mais non, vraiment, Pittsburgh,
ont perdu de très gros éléments. Nico Brett qui est parti à Birmingham, Cal Martin qui est parti à Saint-Louis. Donc, c'est vraiment des gros joueurs qui sont partis du côté de Pittsburgh, mais ils ont, selon moi, le meilleur entraîneur en USL, Bob Liley. Donc, je suis sûr qu'ils vont savoir s'en sortir. Ils sont allés chercher, pour justement pallier au départ, ils sont allés chercher... ils ont beaucoup recruté ils ont fait quelques recrutements en USL League One, quelques recrutements au niveau collégial, donc des recrues. Sont allés chercher un joueur en USL, Skylar Thomas, qui joue au Valor, qui avait... c'est ça, que je m'attendais à mieux de lui en KNPL. Là. Ça n'a pas été un incroyable succès. Sinon, ils sont allés chercher mon joueur préféré, Ropapa Mensah, le Ghanéen de Nashville, qui est tout simplement là, soit un super sub ou vraiment un joueur qui peut très bien partir. Donc, non, Pittsburgh, ça risque de quand même très bien aller. Et par la suite, les Red Bulls également, là, c'est vraiment mes deux équipes. Et si je devais en mettre une en tant que peut-être surprise, là, ça serait Hartford, car ils ont fait un renouveau, un nouvel entraîneur et tout, là, donc ça risque peut-être de mieux aller cette saison. Parfait, parfait. Et on passe au prochain groupe, le groupe G, le Birmingham Legion, Charlotte Independence, Memphis 901 FC et North Carolina FC. Très sincèrement, je pense que c'est le groupe le plus difficile. Je sais que tu as parlé de plusieurs groupes qui sont chaudement disputés, mais dans ce groupe-là, on a tous des équipes qui sont à peu près égales. C'est ça, choisir deux, ce serait vraiment de la loterie. Et vu que j'aime prendre des chances, moi, je suis quelqu'un qui aime bien prendre des chances dans ce genre de truc-là. Je vais dire North Carolina FC et Charlotte Independence. Ce serait pour moi les deux équipes qui passeraient. Ton avis là-dessus, le groupe G, est-ce que t'es capable de choisir deux équipes dans ce groupe-là? C'est très dur. C'est sûr que mes deux premières, ce serait comme toi, North Carolina, Charlotte. Charlotte qui va bientôt aller en MLS. C'est pas le même propriétaire, mais quand même. C'est ça, vraiment, ils avaient changé d'entraîneur la saison dernière. Ça avait été un désastre. Je pense qu'ils avaient eu seulement une ou deux victoires à leurs 16 premiers matchs. Par la suite, tu avais fait un changement en retournant avec Mike Jeffries et ça avait été tout simplement superbe. Tu sais, quand tu perds pratiquement tous tes 16 premiers matchs et tu finis la saison à seulement 5 points des séries éliminatoires, là, c'est assez fou. Donc, j'ai l'impression que Charlotte va quand même arriver assez en confiance. Mais c'est sûr que Birmingham, ça serait moi l'équipe que je mettrais pour faire les troubles fêtes. C'est vraiment une équipe qui a très bien fait la saison dernière. Ils sont allés se renforcer en signant Nico Brett, comme j'ai dit, de Pittsburgh. Donc c'est vraiment de la qualité au niveau de Birmingham. Ils sont allés avec on pourrait dire la constance. Ils ont rien changé dans leur effectif beaucoup, à part c'est ça, à apporter Nico Brett et des joueurs comme ça. Donc vraiment, c'est très dur, hein? Mais non, je mettrais même peut-être Charlotte supérieure à North Carolina. Donc s'il y avait de quoi à changer, je pense que Birmingham prendrait la place de North Carolina. Et Memphis, c'est tout près du niveau. Ils ont fait des très bonnes acquisitions et tout. Tim Howard arrive, mais j'ai l'impression que c'est pas aussi fort que les autres clubs, mais ça va être très proche et je pense qu'il va y avoir des très bonnes confrontations. Memphis-Birmingham ou Memphis-Charlotte, Memphis-North Carolina, ça va être tout simplement... c'est un des groupes que je pense qui va être le plus intéressant à regarder selon moi, là. Ouais, effectivement, ça va être un groupe extrêmement intéressant. Comme tout le championnat de la USL, on s'entend que c'est un championnat très intéressant parce que c'est des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer. C'est pas des équipes que tu vois, qu'il n'y a pas de promotion ni de relégation en Amérique du Nord. Et ces équipes-là, il y a souvent de très très bons joueurs qui sont là-dedans. Puis on peut être surpris, il peut y avoir un match que tu pensais pas qu'il allait être bon, puis tu regardes le match, puis finalement c'est un des meilleurs matchs que tu as vu toute l'année. Donc c'est ça qui est intéressant avec la USL. On passe au dernier groupe, le groupe H, Atlanta United 2, Charleston Battery, Miami FC, Tampa Bay Rowdies. Pour moi, Tampa Bay Rowdies, et je vais peut-être surprendre, mais je dirais Miami FC pour la première saison. Je pense que Miami FC va mettre vraiment beaucoup d'emphase sur
sur son entrée en USL. Puis j'ai comme l'impression que ils vont vraiment bien paraître. Est-ce que tu as cette même impression toi tu as cette même impression là, Anthony, ou bien est-ce que tu penses que par exemple Charleston pourrait passer devant Miami FC? Non, vraiment, Charleston se sont pas très renforcés. C'est vraiment, non, je mets vraiment Tampa Bay et Miami. Et surtout du côté de Miami, il y a Romario Williams qui risque de faire très mal à ses anciennes équipes, là, donc Atlanta et Charleston. Donc ça risque d'être très intéressant. Mais oui, Miami a vraiment plus de qualité que Charleston. Selon moi, et non, pour vrai, je dirais que c'est un peu un des groupes les moins serrés. C'est un peu les deux que je suis pas mal certain qu'ils vont se qualifier, là. Même si Charleston peut tout le temps nous surprendre, là, mais non, si je devais mettre un 20 sur un groupe, là, un $20, ça serait vraiment sur le groupe H que je serais un peu le plus serein de mettre mon argent, là. Parfait. Donc voilà, c'est un tournoi quand même qui va être assez intéressant, qui commence le samedi 11 juillet, donc dans 2 semaines. On a vraiment hâte à voir ce qui va se passer et bien évidemment, on vous gardera informé par rapport à ce tournoi-là. Si jamais maintenant, juste pour le fun, Anthony, si jamais maintenant j'ai à te dire, nomme-moi le gagnant du tournoi selon toi. Qui s'imposerait, qui sera l'équipe à vraiment se détacher de ce tournoi-là. Je dirais pas, il n'y a pas vraiment de gagnant du tournoi parce que c'est vraiment la saison régulière. Il y aura pas, c'est pas comme un MLS is back. On sait qu'il y aura 8 équipes qui vont aller en playoffs de chaque conférence. Mais pour toi, quelle est l'équipe qui va vraiment dominer son groupe, mais vraiment de loin? Ouais, ben j'ai l'impression que Phoenix, c'est un peu dans ce genre-là. Sinon, je suis quand même assez serein là, du côté de Tampa Bay. J'ai l'impression qu'ils ont autant de qualité que Miami, mais ils ont un peu, on pourrait dire, la chance de se connaître depuis beaucoup plus longtemps. Donc, je mettrais Tampa Bay à l'est et c'est ça, Phoenix à l'ouest. Mais j'espère profondément, et c'est même pas parce que je suis un supporter de ce club-là, mais j'espère profondément là, que Phoenix va réussir à finalement gagner son premier titre USL. Ça fait 2-3 ans qu'il court après. Il y a 2 ans, c'était Louisville qui leur avait enlevé en finale. L'année dernière, c'était les Monarchs qui les avaient battus en finale de conférence. Là, j'ai l'impression que faut que ça soit l'année pour Phoenix parce que ça se peut que tout le monde se décourage dans l'équipe et que des joueurs commencent à partir comme Solomon Asante, Junior Fleming, des joueurs comme ça. Donc, vraiment, je pense que c'est l'année. En plus, ils se sont renforcés avec un international à Azerbaïdjan. Donc, Phoenix, je pense, encore une fois, cette saison, ça va être un peu l'équipe au-dessus de tous. Mais j'espère qu'ils vont confirmer en série cette saison. Exactement. En tout cas, on verra et on sera là pour couvrir ce tournoi-là et vous en parler, bien évidemment. Une ligue qui passionne, bien évidemment, Anthony de Varenne, l'expert de Culture Soccer pour cette ligue-là. Merci encore, Anthony, d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu ce tournoi ou bien cette saison régulière, un tournoi qui remplace la saison régulière. C'est super intéressant. Merci encore. Puis je pense que ça va être tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là, Anthony. Merci à toi, Adi. Et vraiment, tes prévisions là, tenaient la route. Et aussi, je vais le redire encore une fois, je le dis souvent, mais la USL est disponible sur YouTube pour tous nos auditeurs qui habitent hors les États-Unis. Donc, vraiment, oui, c'est toujours disponible sur YouTube. Donc, c'est gratuit et c'est toujours passionnant. À chaque semaine, il y a toujours des buts qu'on comprend pas, mais il y a tellement de matchs que c'est logique qu'il y a des beaux buts une fois de temps en temps. Ouais, non, effectivement. Et puis c'est gratuit pour les Canadiens, donc n'hésitez pas à aller sur YouTube pour regarder ces matchs-là, parce que tu l'as dit, c'est juste aux États-Unis que c'est pas gratuit, mais pour tout le reste dans le monde, incluant le Canada, c'est gratuit. Donc quand même assez intéressant d'aller regarder des matchs quand vous êtes en manque à partir du 11 juillet. Donc voilà, merci pour tout, chers auditeurs, de nous écouter de semaine en semaine. N'hésitez pas, bien évidemment, à nous poser des questions au cas où vous en avez, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Soccer.